Valère Sala, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Comment vous allez, Valère? Ça va bien, merci beaucoup. Bonjour aux millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Bonjour à tous mes co-panélistes que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Je vous accueille à chaud, hein, Valère. Je voudrais avoir votre analyse sur ce vrai ou faux document qui a failli être lu du côté de la chaîne nationale. Il a donc été intercepté. Ça va dans tous les sens. Vous, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? Non, je crois que je vous ai suivi en repérage. On n'a pas besoin de midi à 14h pour comprendre qu'en fait, c'est une atmosphère de fin de règne. Et dans l'atmosphère de fin de règne, on ajoute encore le désordre. Le grand désordre que le chef lui-même organise et entretient depuis le début de son dernier septennat 2018-2025. Et donc, ajouter encore au grand désordre, il faut encore y additionner son état de faiblesse. Son état de faiblesse où il ne tient vraiment plus les rênes de façon complète. Soyons un peu charitables avec lui. Il ne tient vraiment plus grand-chose. Et donc, tout le monde pense désormais qu'il est habilité ou il a la capacité de pouvoir prendre le pouvoir à côté de Paul Biya. Là, je cite de mémoire, je paraphrase de mémoire Jean-Marie Atandabara dans un de ses ouvrages qui disait qu'il est très difficile de travailler aux côtés du président et ne pas avoir envie de prendre le pouvoir. Très difficile. Mais le sous-jacent de ce qu'il disait, quand vous lisez entre les lignes, bon, vous comprenez que c'est un homme très paresseux. C'est-à-dire qu'il ne sait pas prendre la décision quand il faut la prendre. Il est lent à la décision. Il est lent à la décision. Il est lent même à la sanction. D'ailleurs, on n'a pas besoin de miroir pour le constater aujourd'hui. Tous les scandales, personne n'a été sanctionné jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand vous êtes à côté de lui, il est difficile de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là où il est là? Est-ce qu'il est conscient qu'il a un pays qu'il doit diriger? C'est Mebara qui le dit, c'est moi qui viens d'ajouter cela comme élément d'interprétation. Vous dites donc que ce qui arrive actuellement, élément de désordre, élément de faiblesse du président, et tout ce que vous pouvez imaginer, ceux qui sont donc à côté de lui se disent, bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire hier? On peut tout faire. Puisqu'il était question pour eux, je l'ai toujours appelé, sur votre plateau et sur beaucoup d'autres, qu'ils ont ils ont convaincu le président de la République qu'un poste de vice-président était important. Mais la raison qu'ils ont mis dans les motifs du document ou de la note qu'ils ont présenté au président de la République pour lui dire que le poste de vice-président important n'était pas la même raison qu'eux avaient à l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont fait comprendre au président que le poste de vice-président est important parce que vous êtes déjà fatigué, ça lui permettra de, votre adjoint, de travailler, de faire ce que vous ne pouvez pas faire. De deux aussi, civilinement, cela vous permettra de choisir librement et tranquillement votre dauphin. Votre dauphin. Oh, ce que lui il oubliait, c'est que... ce que lui il oubliait, il ne voyait pas avant d'admettre cette révolution, je vais dire ça comme ça, révision constitutionnelle, c'est qu'eux, ils savaient qu'ils ne vont jamais accepter qu'ils nomment un vice-président. Parce qu'ils savent que le vice-président que lui va nommer, ou bien que lui qu'on devrait nommer, ne serait jamais celui que eux, ils voudraient. Ou du moins, ceux qui lui ont proposé la note ne seront pas ceux qui seront sur le décret de nomination du vice-président. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a adopté cela à l'Assemblée nationale, et vous voyez que tout est bloqué. Parce qu'eux, ils n'en veulent pas. Si c'est Paul Biya lui-même qui décide d'écrire un nom sur le décret portant nomination de vice-président, ce ne sera jamais tous ces gens dont vous entendez parler les noms là tous les jours. Et donc, conséquence, c'est qu'eux, ils n'en veulent plus. Et un poste de vice-président suppose aussi, si on nomme, qu'on devra remanier tout le gouvernement. Puisqu'on ne veut pas nommer un vice-président et ne pas accompagner avec les équipes, puisqu'on sait qu'il y a mis des morts dans le gouvernement. Alors, ils savent que nommer un vice-président, Paul Biya lui-même, ça ne peut pas marcher pour eux. Ce n'est pas une bonne affaire pour eux. Nommer un nouveau gouvernement, ce n'est pas certain que beaucoup vont rester dans le gouvernement. Or, il est bon pour eux qu'eux, ils restent au gouvernement parce que celui qui restera au gouvernement participera certainement au choix de la prochaine transition, au choix du prochain successeur, ou du moins aura voix au chapitre lorsqu'il faudra trouver le prochain président de la République. Donc il est bon que les choses restent en état. Voilà pourquoi nous sommes bloqués aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, lui boit du petit lait parce qu'après le décret, on se rend très bien compte. Moi je regarde un peu sa façon de fonctionner. C'est vrai qu'il s'est fait de plus en plus rare. Moi j'observe le président de la République d'aventure dans ses faits et gestes, mais c'est un peu plus difficile pour moi. Mais je comprends un peu dans la psychologie de l'homme. Il a compris depuis un bon bout de temps qu'il était en danger depuis qu'il a accepté cette révision constitutionnelle. Parce que dans la révision, il est dit clairement que si le président n'est plus là, c'est le vice-président qui monte. Le vice-président achève le mandat. Tout à fait. Il prête serment, achève le mandat. Ça veut dire que dès qu'il y avait donné le vice-président, ils n'auront plus besoin de lui.
Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça veut dire que, dans mon analyse, c'est des logiques légales. Dès qu'il nomme le vice-président, puisque le vice-président peut continuer le mandat, peut se substituer à lui automatiquement. En cas de vacances du pouvoir, prenez toutes les hypothèses de vacances du pouvoir, en cas de vacances. Ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin du président. Ça veut dire que ce soit sa propre cuisine, que ce soit la cuisine de sa propre cuisine, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit, tous vont faire les salamalek au nouveau vice-président. Il dit, bon voilà, vous pouvez imaginer la suite. Vous comprenez ce que je dis? Donc voilà donc ce que je suis en train de vous dire, que la nomination de vice-président anesthésie même la transition pour le parti au pouvoir. Ils n'ont même plus besoin du RDPC. Puisque si le président, le vice-président peut continuer jusqu'en 2032, dites-moi encore quelle est l'importance aujourd'hui de réveiller, vous appelez ça comment, le bureau politique du parti, tout ce qui est mort dans le parti, tous les organes. Ça ne vaut plus la peine. Vous comprenez? Donc voilà la logique dans laquelle on se trouve. Donc le président, je me dis, dans son état d'esprit, il a compris qu'il est en danger. Donc du coup, on va chuter ça. Alors moi, je voudrais dire que ce document, allons un peu dans la logistique, parce que vous m'avez posé la question sur le document, je suis resté sur l'esprit du document. Maintenant, je suis sur la lettre du document. Le document, quand vous le voyez, il est vrai. Ah bon? Avec tous les sauts. Je vous donne un seul indice. Oui. Je vous donne un seul indice. Oui. Le numéro d'ordre. Décret numéro 203. C'est 203? Celui qui nomme le vice-président. Le premier document. Oui, celui qui nomme le vice-président. C'est 203. Le dernier document apparent que le président lui-même avait signé, c'était le 202. Oui. Je parle sur le contrôle de ceux qui nous regardent, ils peuvent regarder la numérotation de ce document. Alors, quelqu'un qui est au quartier, je reste seulement sur le numéro d'ordre. On avait même les scellés authentiques. Celui qui est au quartier, vous pensez qu'il intègre dans son esprit que le dernier décret de cette envergure du président de la République avait le numéro 202 pour qu'il mette le numéro 203 à la suite? Laissez le timbre. Tout le monde peut reproduire le timbre avec l'IA et tout, ainsi de suite. Quand vous regardez le document, vous sentez le nom du petit a été ajouté. Et quand même bien. Le premier nom. Et quand même bien. De la cuisine de sa cuisine. Et quand même bien, c'est un flagorneur, ou du moins un petit blagueur au quartier, comme le disait l'aîné qui est tout à l'heure, qui a vraiment fabriqué cette affaire. Vous pensez qu'il peut oublier 2 de ses noms sur un document que lui-même il se nomme? Non. Il peut oublier 2 de ses noms. Vous comprenez ce que je dis? Dans la falsification, ils ont mis le nom et je crois un prénom et quelque chose comme ça. Oh, le gars a au moins deux prénoms et je crois 2 noms, quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand c'est un flagorneur, il se mêle lui-même entièrement pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. La confusion de qui doit être vice-président. Ça, c'est des indices. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu un autre nom circuler. Je pense qu'il faut le dire, parce que c'est le nom qui circule. Le nom du directeur adjoint du cabinet civil, je crois. C'est ça qui circule. La cuisine de sa cuisine. Non, moi, je dis ce que tout le monde a vu. D'accord. En tout cas, c'est le nom du directeur. Je ne l'ai pas vu. Hein. Non, moi, j'ai vu le nom du cabinet civil de la présidente de la République. Non, faites attention. Moi, je pense que voilà un mec qui a été sacrifié. Voilà. Exactement sacrifié. Ça dit que dans une affaire comme cela, je vous donne un indice. Pour trouver les vrais commanditaires. Il est brûlé complètement. Cherchez là où le gars a été pris. Là où le gars est détenu. Il est détenu où? On met tous au défi. Sauf qui est ici là. C'est que lui peut savoir. Et vous mettez tous au défi. Le gars est détenu où? La sécurité militaire. C'est quoi? C'est où? C'est quel lieu? On dit c'est la gendarmerie. Faux, professeur. À la gendarmerie nationale. De 2, dans quel service de la gendarmerie? Quel est l'enquêteur ou les enquêteurs qui le suivent? Vous avez entendu un seul écho de ce que ce bonhomme est quelque part et que sa famille même revendique sa disparition ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne des indices. Mais dites-moi, quand il partait remettre sa part de décret là, pourquoi là-bas emmener la gendarmerie alors que là-bas, à la CIATV, je crois que c'est la police qui est prégnante. Il y a la police. C'est la police qui est prégnante, ce n'est pas la gendarmerie. À la CIATV, c'est la police qui est prégnante. C'est-à-dire que quand on parle de la sécurité directe là-bas, c'est la police. Pourquoi ne l'avoir pas amené à la police plutôt qu'à la gendarmerie? Et jusqu'aujourd'hui, pourquoi le ministre de la Communication qui a sauté la semaine dernière pour nous dire comment le président se sent très bien, il n'est pas malade, il n'est pas hospitalisé, une affaire aussi grave comme celle-ci, qui concerne aussi le président de la République, n'est pas sorti. Pourquoi il n'est pas sorti? Non, je vous donne les indices. Je vous donne les indices pour comprendre que si vous voulez savoir quel était le nom qui était réellement derrière sur ce document, qui est quand c'est quelque chose, il faut plutôt chercher là où le gars se situe, du moins là il est détenu, et qui tient ceux qui le détiennent, du moins administrativement et politiquement. Interroger le silence de ceux qui le détiennent. De là où il est détenu. Alors c'est un silence très bavard qui en fait indique clairement
les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas Merci. que les Camerounais pensent que aujourd'hui, quand on parle de ce vrai faux décret, non, c'est un vrai décret. Il y a une manœuvre. Et je vous laisse le dernier indice, je sors par là. Pourquoi n'avoir pas divulgué le décret portant formation du gouvernement? Puisqu'on dit que le jeune homme portait 2 documents. C'est-à-dire un document qu'il nommait lui-même, supposément. Le vice-président. Et tout un décret portant nomination de tout un gouvernement. Pourquoi divulguer le décret qui concerne le petit lui-même et ne pas divulguer l'autre décret? Or, quand vous allez consulter donc, qui est là peut-être vu, le document portant formation du gouvernement, vous allez vous rendre compte que c'est tous les vieux qui reviennent du système qui sont dans le décret qui reviennent le gouvernement. Alors, posez-vous la question, vous pensez que cet enfant-là, il souffre de poubelles tous les jours, de l'eau rouge, des coupures d'électricité, des roues qui ne fonctionnent pas, des nids de poules et tout. Donc il s'assoit dans sa chambre. Il forme un gouvernement et il nomme encore les mêmes amis de Paul Biya dans le même gouvernement. Sans qu'il n'a rien à voir. Vous comprenez donc qu'il y a un souci, monsieur Pafa ici. Merci Valère Oussala. Je passe la parole, le professeur de la parole. Oui, dans la suite aussi, dont on dit non. Je voudrais d'abord dire que on parle de la DSP. Vous savez, la DSP n'a plus rien à voir avec le président depuis un bon bout de temps. Ben là, je n'en sais rien. Non, il a parlé. Non, laissez-il a parlé. Moi, je n'ai pas de... Non, vous avez dit quelque chose et je suis en train de dire que nous n'avons aucune preuve. Il s'agit de la sécurité du chef de l'État. Vous me demandez vraiment... Valère, là, vous parlez de la sécurité du chef de l'État, ce sont des problèmes délicats. Voilà. Continue. Je crois que j'ai quelqu'un en face de moi. Nous sommes dans une dialectique, on se comprend. Sauf que ici, ce n'est pas un débat ou bien un dialogue entre Valère et Roger. Non, professeur, Edmond, faites-moi confiance. C'est ce que on va évoluer. Donc je dis, et je le répète, que la DSP n'a plus grand-chose à voir avec... Et moi, je dis que nous n'avons aucune preuve. Et donc, même dans l'incident, vous accusez la DSP, qu'est-ce qu'elle vient ça vous a fait quoi? Elle n'y était pas. Ça c'est d'un. De deux, je vous ai donné les indices. Le prof a dit qu'il était à un endroit, j'ai dit non. J'ai dit là où il devait être. Je lui ai demandé les services. Comprenez? Ce sont des indicateurs, des indices. Pour que vous compreniez comment le système, quand il y a un blocage, il y a un dysfonctionnement, comment le déverrouiller. Si ce jeune homme était à la police, je vous aurais dit tranquillement que l'affaire serait déjà bouclée dans une semaine. Parce que là-bas, il s'agit d'un fidèle du président, c'est-à-dire la DGSN. Et quand il y a une affaire comme ça qui est posée à la DGSN, ça va vite. Et là, l'insinuation est forte. À la police, c'est un fidèle du chef de l'État. Et lorsque c'est ailleurs, c'est pas des fidèles du chef de l'État. On fait une bonne analyse, si vous se regardez. La preuve, c'est que le président l'a ramené dans ses moments de faiblesse. Depuis 2009, je crois. Il est arrivé en 2009. Dans ses moments de faiblesse, en prévision de ces moments de faiblesse. Parce que ce monsieur était déjà là en 84 pour des situations comme celle-là, c'est-à-dire de vol du pouvoir. Parce que quand on parle d'un décret, un faux décret que vous appelez faux décret, il s'agit du vol du pouvoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette affaire de faux décret arrive à un moment où les gars se sont rendus compte que le système est verrouillé. Il est impossible de manœuvrer la DSP. Il a parlé de la DSP tout à l'heure. C'est-à-dire la direction de la sécurité présidentielle. Il est difficile de manœuvrer la direction de la sécurité présidentielle qui n'a plus une proximité très ajustée sur le président. C'est plutôt la garde présidentielle. Absolument. Vous comprenez? Il est aussi très difficile de manœuvrer la garde présidentielle parce que le fidèle qui tient la garde présidentielle a fait un rond sur le président de la République et c'est compliqué, il a fermé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à l'état actuel, les gars analysent une chose et on n'a pas besoin d'une lune pour le comprendre. Même si vous faites un coup d'état normal dans ce pays, vous allez rester avec ça à la peau centrale. C'était le test là. Parce que c'est lui qui a les clés du trône, de la salle du trône, c'est-à-dire là où vous pouvez s'asseoir là. Vous ne l'avez pas avec vous. Votre coup d'état ne sert à rien. Imprenable. Vous comprenez? Dans le cercle sécuritaire, après le président, dès que vous avez le président, ce n'est plus la DSP, c'est la GP. La DSP a reculé depuis certains événements que vous connaissez. Bon, bref, on ne va pas s'étaler dessus. Nous ne connaissons rien. Après, maintenant, on peut dire qu'il y a la DSP, disons ça comme ça. Ensuite, il y a les services spécialisés qui rôdent avant peut-être un service comme le BI qui flotte. Parce que le BI, lui, flotte. Le BI peut être un arbitre permanent. Au cas où, par exemple, il y a de la mouche quelque part, il peut intervenir. Donc, c'est pour ça que le BI est une force flottante.
Force sécuritaire flottant, mais très brutal. Je vais vous supplier. Attendez. Je vais vous supplier que nous puissions rester au niveau du débat tel qu'il a été programmé ce matin et nous éloigner un tout petit peu les problèmes d'ordre sécuritaire. C'est vous qui trouvez l'éloignement. Je vous dis donc que ce décret arrive justement pour des faits que je suis en train de vous énoncer. Fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'ils ont pris un raccourci par la radio. C'est-à-dire que si on lit ce décret, cela va mettre Paul Biado au mur. Biya ne peut jamais se lever. Enfin, là, je dis jamais. Bon, là, c'est subjectif. Dire que ce n'est pas moi qui ai signé ce décret, ça veut dire qu'en fait, lui, il n'a plus sa place là où il est. Vous comprenez? Si on lisait ce décret, il allait être difficile pour le président, je préfère être mesuré, d'assumer, de ne pas assumer, pardon, que c'est lui qui a nommé ce vice-président. Imaginez. Vous comprenez? Donc, quand ils prennent ce raccourci, c'est parce que tout le verrou sécuritaire est absolument bien fermé. Donc c'est ça la politique qui prend. Ce que je veux donc dire ensuite, c'est que lorsque vous voyez ce qui se passe actuellement avec ce décret, c'est ce que vous appelez faux décret et qui est en vrai, c'est que nous sommes dans une situation où eux-mêmes, dans leur entendement, ils ne conçoivent plus que le pouvoir puisse rester dans la rue, dans la cour comme il est là, et que personne ne puisse y mettre la main. Alors que le chef, comme il disait, rusé et tout ça, je leur accorde ça, c'est trop important ça pour lui, mais je leur accorde, n'arrive plus à mettre lui-même la main. Il mérite l'importance. Je vous